Puisque Kaamelott doit être porté au cinéma sous forme de trilogie, c'est vrai? Oui, c'est vrai que ça doit être une trilogie, si ça doit se terminer par trois volets au cinéma. Quand? Bah, il faut que je l'écrive. Kaamelott, avec jusqu'à 6 millions de téléspectateurs en simultané, soit 20% de part d'audience, des BD qui se sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et des épisodes qui ont tellement marqué leur époque qu'ils sont toujours inlassablement rediffusés plus de 20 ans plus tard, Kaamelott peut de loin être considéré comme l'une des séries françaises les plus mythiques. Ouais, non, mais c'est classe quand même. Pourtant, alors qu'une adaptation en film est annoncée dès 2006, il faudra attendre 12 ans après la fin de la série pour qu'un long métrage voit finalement le jour. Et le résultat fera bien moins l'unanimité que ce qu'on aurait pu imaginer. Ils ne savent pas faire, mais ils ont du matos. C'est Alexandre Astier avec une Alexa. Mais alors pourquoi un projet si attendu a mis aussi longtemps à se faire? Est-ce à cause de l'industrie du cinéma français qui n'est pas capable de porter ce genre de projet? Ou à cause d'un réalisateur trop exigeant et trop dissipé? Pourquoi le résultat a finalement divisé les fans? Bonjour à tous, c'est Ménez de French Pictures et aujourd'hui on revient sur le plus beau rêve d'Alexandre Astier qui au bout d'un moment a fini par devenir son pire cauchemar, Kaamelott, le film. Alors comme d'habitude, pour comprendre d'où viennent les petits boulons mal vissés qui ont fini par faire dérailler le train Kaamelott, on va devoir se pencher sur l'origine de cette licence et même de son créateur, Alexandre Astier. Et ce qu'il faut bien comprendre avec Astier, c'est que bien qu'il soit connu pour avoir de très nombreux talents, notamment la musique et l'écriture, ce qui a toujours été sa véritable passion numéro 1, c'est avant tout l'acting. D'aussi loin qu'il se souvienne, le petit Alexandre a toujours joué dans des pièces auprès de sa famille. Et c'est en réalité dans le but de se créer des rôles sur mesure qu'il va par la suite passer à l'écriture. Les histoires sont des prétextes à jouer. Et ça va être très important pour la suite. À 23 ans, il se met alors à écrire des pièces de théâtre dans lesquelles il se met lui-même en scène avec sa mère. Puis, pour marcher sur les traces de son grand modèle Louis de Funès, il commence à se diriger vers l'industrie du cinéma et à écrire ses propres courts-métrages. Mais non, je vous demande où sont les toilettes. Ah, mais j'avais rien compris, moi. Bah oui, mais bon. Et dès le début, on voit tout de suite l'influence de Funésienne, celui qu'on appelle communément le GOAT du cinéma français, incarné quasi systématiquement des chefs nerveux, impatients et entourés d'imbéciles. Ce qui vous rappelle forcément quelque chose. Et c'est dans cette logique que pour son troisième court-métrage, produit par la société de sa mère, l'Acting Studio, il se donnera le rôle d'un des leaders les plus mythiques de l'histoire occidentale, le roi Arthur. Il y en a combien qui parlent pas le latin ici? Il y a que Léo Dagan qui parle latin? Oh, qui parle latin, j'ai quelques notions. Le court-métrage Dies Irae est une petite pépite qui remportera pas moins de 5 prix en festival et lui permettra de faire une rencontre life-changing, comme disent les gens cool, en la personne d'Yvan Le Bolloc. Celui que vous connaissez sûrement pour être acteur et co-créateur de la série Caméra Café, était alors jury du festival de Meudon et tombe amoureux du court-métrage d'Astier. Il lui donne alors une information exclusive, la série Caméra Café qui compte déjà plus de 500 épisodes doit s'arrêter fin 2024 et malgré les propositions qu'ils reçoivent, la boîte de production ne trouve rien de concluant et donc cherche toujours un projet pour la remplacer. Convaincu du talent du jeune homme, le Bolloc lui propose alors de le mettre en contact avec la société de production de Caméra Café, Calt. Faut bien se donner un petit coup de pouce de temps en temps. Le boss de cette société, Jean-Yves Robin, voit alors le court-métrage et se tape des bonnes grosses barres, mais il n'est pas persuadé que ce soit vraiment quelque chose de déclinable en format série. C'est là qu'Astier, qui voit alors une occasion inespérée de lancer sa carrière, va faire un move extrêmement culotté. Il investit massivement avec l'Acting Studio pour produire 6 épisodes de 5 minutes qui placent son roi Arthur et ses chevaliers dans des situations du quotidien. Quand même, ils vont pas foncer dans les arbres! Qu'est-ce qu'ils font? Ils foncent dans les arbres. Après ça, Jean-Yves Robin, qui s'est encore une fois tapé des bonnes grosses barres sa mère, est convaincu du potentiel du projet et produit même 4 épisodes supplémentaires avec plus de budget pour les montrer à M6. Finalement, le miracle se produit, la chaîne accepte de s'engager pour une saison dans le même format que Caméra Café, c'est-à-dire 100 épisodes d'environ 3 minutes, pour voir ce que ça peut donner. Astier tient alors là un formidable terrain de jeu pour montrer l'étendue de ce dont il est capable aux yeux du grand public, et il se lance à corps perdu dans le projet, et c'est là qu'on va rentrer dans le début de ses ennuis.
Le souci qu'Astier va rencontrer dès le départ et qui va devenir un problème récurrent pour lui, c'est que ses financeurs ne lui font pas tout à fait confiance. C'est en grande partie dû au fait que le concept de Kaamelott est quand même très éloigné de celui de son prédécesseur Caméra Café, et donc ils ne sont pas sûrs de toucher leur public. Pour jouer la sécurité, la chaîne veut donc que ce nouveau format soit diffusé dès la première semaine de 2005, immédiatement après le final de son prédécesseur, pour tabler sur les habitudes des spectateurs. Le problème, c'est qu'au moment où cette décision est prise, on est déjà en juin 2004, et Astier ne dispose alors que de 6 mois pour mettre en place tout son univers, les décors, les costumes, l'équipe de tournage, la musique, le casting, et écrire, tourner et monter une centaine d'épisodes. C'est juste délirant. Moi, par exemple, je mets 3 mois à sortir une foutue vidéo. Surtout que, vous le connaissez, le showrunner n'est pas du tout du genre à laisser quoi que ce soit au hasard, et il exerce un contrôle quasiment total sur son œuvre et écrit tout lui-même. Là où par exemple Caméra Café embauchait quasiment une trentaine d'auteurs pour tenir la cadence. Et évidemment ça prend un maximum de temps, et quand le tournage commence, il a à peine eu le temps d'écrire une trentaine d'épisodes. C'est de là qu'il prendra cette fameuse habitude de toujours donner les textes aux acteurs la veille du tournage au soir, voire même le matin même, car il écrit toujours tout à la dernière minute. Il lui arrive même de s'isoler pendant la pause déjeuner pour finir d'écrire les épisodes qui vont être tournés l'après-midi. Vous voyez, quand vous aviez un devoir à rendre et que vous étiez à la bourre et que pendant 2 jours, toute votre vie, c'était de rattraper ce retard, et ben Astier, il a vécu comme ça, H24, pendant des mois, voire même des années. Et ça aussi, ça va avoir un impact au bout d'un moment. Surtout que bon, en plus de ça, il doit faire face à une autre difficulté majeure, le budget. Le format pastille de Caméra Café est un format au départ spécialement étudié pour pouvoir être écrit et tourné rapidement, un seul décor unique, des costumes et accessoires minimalistes, des situations toujours semblables. La série qui avait lancé ce concept, c'était Un gars, une fille, série tournée avec 2 comédiens directement dans l'appartement de la réalisatrice. Sauf que dès les épisodes pilotes, on peut voir que le projet de Kaamelott est diamétralement à l'opposé de ça. Déjà, on évolue dans un univers d'heroic fantasy, donc sur le papier, c'est ce qui se fait de plus cher. Puis surtout, en comparaison à Caméra Café, on a énormément de décors, de costumes et d'acteurs différents. Alors que pour la chaîne, c'était censé être un format pas cher. Vous êtes vraiment un fumier, ouais. Mais bon, là aussi, Astier a de la ressource. Sur les acteurs, il fait appel principalement à des acteurs proches de lui, voire même des membres de sa famille. Bon, déjà, il aime bien, et puis ça lui permet aussi d'être arrangeant sur les tarifs. Pareil pour les décors, la quasi-totalité de la première saison est tournée dans un studio qui est monté au sein d'une usine désaffectée en banlieue parisienne, encore une fois pour économiser des frais. Et puis surtout, il réussit quasiment à se caler sur le rythme de tournage de Caméra Café, avec parfois plus de 3 épisodes tournés en une seule journée. Là aussi, c'est invraisemblable, et c'est possible parce qu'il fait appel quasi exclusivement à des acteurs de théâtre habitués à être efficaces en one-shot. Il tourne d'ailleurs à 2 caméras pour pouvoir éviter d'avoir à faire des champs contre champs et être ultra efficace. Alors, Astier se plie à toutes ces contraintes, mais c'est pas pour autant qu'il est prêt à faire des concessions sur la qualité de son œuvre. Et c'est là-dessus que les premières petites tensions avec la production vont commencer à apparaître. Dans l'idée de faire des économies supplémentaires, la production pensait miser sur des costumes et des décors un peu en carton-pâte à la Caméra Café, pensant que l'aspect parodique le permettrait sans que ça pose fondamentalement problème. Sauf qu'Astier, leur avis, vous savez ce qu'il en fait. Pour lui, pour que l'humour fonctionne, il faut au contraire que tout le décorum soit le plus premier degré possible, afin d'avoir un vrai décalage entre le sérieux à l'image et l'absurdité des dialogues. Montrez-moi ce que vous avez dans ce slibard. Petite pucelle. On peut retrouver là l'esprit d'une des plus grosses inspirations de Kaamelott, Monty Python Sacré Graal, où si je vous montre cette séquence, rien n'indique qu'on est dans une comédie, alors qu'à tout moment... Et c'est une bataille qu'il finira par remporter. Par contre, il en perdra d'autres, comme par exemple le fait de se faire imposer François Guérin comme co-réalisateur, un habitué de chez Calt en qui ils ont toute confiance. Et pareil, pour rendre la série plus vendeuse, il se fera imposer pas mal de guests de Caméra Café. Mais c'est Loïc qui voulait que tu travailles sur Kaamelott, moi je voulais pas. Moi il m'a fait comprendre que, j'avais pas trop mon mot à dire. Au final, après plusieurs mois de délais méga serrés et de tournage si intense que le réalisateur finira quand même par faire un malaise entraînant une coupure de plusieurs jours, le projet sera livré à la chaîne en temps et en heure, et le 3 janvier 2005, la France découvrira le tout premier épisode de Kaamelott, Hit. Vous les voyez, vous? Non. Ah tournez vers là-bas, c'est sûr. Moi non plus, je vois rien. Et dès la première semaine, l'accueil est... Micha. Le public cible de Kaamelott n'est pas exactement le même que celui de Caméra Café, donc la transition prendra quand même plusieurs semaines à vraiment se faire, ce qui a dû lui paraître long. Cependant, passé la 2e semaine, l'émission commence à trouver son public et les audiences se mettront à monter en flèche et à rattraper les audiences de Caméra Café au bout de la 3e semaine, puis même assez rapidement à les dépasser.
Et clairement, quand on connaît les conditions dans lesquelles cette saison a été réalisée, on ne peut qu'admirer le génie de son créateur. Il arrive à donner vie à son univers de fantasy avec les moyens du bord et enchaîne les classiques dès le départ. On a déjà les C'est pas faux, les jeux du Pays de Galles, les insultes du maître d'armes. Le mec a réussi à écrire entre midi et deux des sketchs plus drôles et plus marquants que toute la carrière de certains humoristes que je ne citerai pas. La chaîne se rend alors très vite compte qu'elle a entre les mains ce qui pourrait devenir une future référence du paysage audiovisuel français. Et pour être sûr de bien exploiter le filon, elle signe directement un contrat de 6 saisons supplémentaires avec Astier et Calt. Retenez bien le « et Calt » parce que ça va devenir important plus tard. Toujours est-il qu'en attaquant la saison 2, l'auteur, réalisateur, acteur, musicien, là, c'est qu'il va pouvoir être un peu plus ambitieux pour la suite. Maintenant, avec 5 millions de téléspectateurs par soir, les rapports ont changé, pas vrai? Tout à fait. Et c'est la montée de ses ambitions qui va à la fois lui permettre de faire décoller sa série, mais qui va aussi un peu se retourner contre lui au bout d'un moment. Suite à son succès, la première chose qu'obtient Alexandre Astier en entamant le livre 2, c'est de se débarrasser de François Guérin, devenant le seul maître à bord pour la réalisation. Il en profite alors pour se détacher encore plus de caméra café et commence à proposer des mouvements de caméra un peu plus élaborés, comme de jolis travelling, et même des scènes d'action découpées, voire même surdécoupées. Et si sur le papier ça pourrait inquiéter la chaîne, car automatiquement ça augmente le budget, elle sera très vite rassurée car la saison marchera encore mieux que la première, avec une mention spéciale pour le On en a gros, qui ressort encore dans des manifs 20 ans plus tard. À la bord de la saison 3, Astier se dit alors qu'il peut encore plus imposer son game, et il va introduire ce qui sera le tournant majeur de la série, la narration. Avant la saison 3, les personnages de Kaamelott évoluent dans une espèce de timeline indéfinie qui n'évolue jamais vraiment. Les Simpsons. Ça permet de diffuser et de rediffuser les épisodes n'importe quand, dans n'importe quel ordre, sans que ça puisse déranger les spectateurs. Et au départ, c'est parfait pour Astier, car ça lui permet de mêler ses très nombreuses passions à son récit, comme les jeux, l'espace, la musique ou encore la science-fiction. Il peut faire apparaître un sabre laser dans un épisode, au calme, sans que ça ait la moindre conséquence sur la suite. Sauf que très vite, ça va aussi le limiter dans un domaine qui est, comme on l'a vu, le plus important pour lui, l'acting. Même s'il s'éclate avec son Arthur à qui il peut faire vivre tout un tas de situations rocambolesques. Et ça, c'est du nougat? Tout seul, je vais les chercher, le Graal, moi. Avec ce format, il est inévitablement bloqué dans le registre de la comédie. Alors, vous me direz, pour un fan de Louis de Funès, ça ne devrait pas poser de problème, sauf que si on y regarde de plus près, au niveau de son jeu d'acteur, le modèle qui l'inspire le plus, ce n'est pas tant que ça Louis de Funès, mais plutôt Lino Ventura. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, les Tontons Flingueurs et son film de chevet, et énormément de choses de Kaamelott viennent de ce film, comme le fait de toujours par exemple mettre en scène des repas. Des carrés d'ici. Alors vous allez commencer par décarrer. Et donc Lino Ventura, il s'était notamment illustré en étant aussi excellent dans des comédies que dans des rôles beaucoup plus sérieux. Sauf qu'avec ses 12 000 saisons de prévues qui lui prennent chaque seconde de son existence, Astier sait qu'il n'aura pas le temps de travailler sur quoi que ce soit d'autre avant un très long moment, et que donc s'il veut montrer l'étendue de ses capacités, il devra le faire à travers le personnage d'Arthur. Et justement, pour donner de la profondeur à ce personnage, il doit lui créer un vrai arc narratif. C'est ce qui se met doucement en place à partir de la saison 3, avec notamment le départ de Lancelot et l'infidélité d'Arthur avec Mévanouille. L'esprit du format pastille en prend un coup, mais au final, toutes ces intrigues sont condensées sur une quinzaine d'épisodes, et l'immense majorité de la saison peut se regarder dans le désordre, comme c'était dealé avec la chaîne. C'est à partir de la saison 4 que la situation va commencer à sérieusement dégénérer. Toujours dans l'idée de pouvoir faire évoluer son personnage, Astier demande à ce que le livre 4 adopte définitivement la continuité d'une série classique. On y suivra la guerre froide entre Arthur et Lancelot jusqu'à la défaite de ce dernier. Pour le coup, on sort complètement du concept de base et ça fait quand même un peu tiquer la chaîne, mais Astier sait se montrer convaincant et encore une fois, l'histoire lui donnera raison puisque la saison 4 est à nouveau un énorme succès qui cartonne autant à la télé qu'en DVD sans que l'évolution du projet n'ait posé le moindre problème au public, bien au contraire. Et voilà. Ça va. Pour la saison suivante, il décide donc de pousser le bouchon encore plus loin, sauf que cette fois-ci, pour la première fois, ça va un peu mal finir. Dans la saison 5, Astier a envie d'emmener son personnage vers une nouvelle aventure, la dépression. Cette saison se penche sur Arthur qui perd foi en lui-même, il replante Excalibur dans le rocher, puis abandonne le trône pour partir à la recherche de ses potentiels descendants, puis finalement, persuadé d'être stérile, il finira par sombrer et se trancher les veines.
Je rêve ou il n'y a pas une super ambiance? Cette saison est un véritable tournant. Même au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de beaucoup plus terne. Une bonne partie de l'action se passe en hiver et dans l'ensemble, le rythme des séquences est beaucoup plus posé. Sauf que pour pouvoir mettre en place cette ambiance posée, Astier ne peut plus se contenter de faire des épisodes de 3 minutes. Il demande alors de complètement changer le format et de diviser la saison 5 en 8 épisodes d'une 50aine de minutes. C'est pas un peu chaud? En plus de ça, niveau budget, la saison 5 sera de loin la plus ambitieuse, avec d'énormes guests, un très grand nombre de décors et un vrai travail au niveau de la mise en scène. Là où les saisons précédentes coûtaient déjà dans les 2 millions d'euros, celle-ci sera estimée à 5,5 millions d'euros, soit quasiment le triple. C'est là que la chaîne commence à voir flou. Pour l'augmentation de budget et le changement de ton, à la rigueur, ils sont pas super sereins, mais Astier a toujours prouvé qu'il savait ce qu'il faisait, donc ok. Par contre, pour la question du format, c'est un peu la goutte d'eau qui va noyer le poisson. S'ils se sont engagés sur 7 saisons au total, c'est pour avoir le petit créneau dédié à cette pastille rempli pendant plusieurs années et être tranquille. Ils comptent sur la régularité du programme pour attirer les spectateurs, leur faire mater de la pub et faire du bif. Sauf que là, avec 8 épisodes au lieu de 100, et ben ça fait 92 jours sans Kaamelott, sans matage de pub, et donc sans argent, et là ça va plus. Après de rudes négociations, ils arrivent finalement à un accord qui en réalité ne satisfait vraiment personne. Astier accepte de monter sa saison en 2 formats différents, le format qu'il demandait, donc de 8 épisodes de 52 minutes, et un autre découpage en 50 épisodes de 7 minutes. C'est compliqué, mais c'est compliqué! C'est d'autant plus compliqué que pour cette saison, Astier avait décidé de se charger seul du montage. Il se retrouve donc à devoir livrer 2 montages hyper différents, dans un délai toujours aussi serré, et le 30 avril 2007, premier jour de diffusion, pour la première fois, il a livré un travail dont il n'est pas satisfait. Ah, merde. Pour les formats courts, c'était de toute façon un format qui ne l'intéressait plus vraiment, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il ne soit pas très enthousiaste dessus, mais par contre, pour ceux de 52 minutes, il expliquera plus tard que le manque de temps, couplé avec le fait de s'être un peu braqué contre la chaîne, l'ont poussé à rendre une version encore plus dark que ce qu'il avait en tête. Le livre 5 ? Oui. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, je me suis dit, le mec qui a fait ça, il va pas bien. Et au moment de la diffusion, où la chaîne alternera plus ou moins entre les 2 formats, pour la première fois depuis le début du livre 1, l'accueil redevient mitigé. Pour les spectateurs, Kaamelott, ça reste avant tout la garantie d'un rire toutes les 10 secondes, et là, la saison ne tient pas vraiment cette promesse. Elle finira même par perdre de l'audience en cours de route. Cependant, Astier retravaille le montage pour la sortie DVD, et comme d'habitude, la vente cartonne. Au moment où je vous parle, l'accueil de cette saison a largement été revu à la hausse. Personnellement, je l'adore, il y a des passages qui me mettent au sol et d'autres qui sont vraiment touchants. Et avec le recul, on pourrait même dire que c'est ce 5e livre qui a permis à Kaamelott d'entrer au panthéon des grandes séries françaises. Avec le Bureau des légendes. Et Un si grand soleil. Après ça, la chaîne comprend que le double montage, c'était une idée à la con. Elle change son fusil d'épaule et accepte que Kaamelott devienne définitivement pour les 2 dernières saisons une série avec des épisodes de long format. Elle cherche alors un remplaçant pour le créneau qui lui était attribué. D'abord, on a eu la boutique de Michel et Michel, dont vous vous rappelez probablement pas parce que ça a été très rapidement mis à la poubelle et oublié. Et en même temps, sans déconner, qu'est-ce que c'était que ce truc? Puis Scène de ménage, qui pour le coup deviendra le nouveau rendez-vous quotidien du public d'M6. Astier n'est donc plus soumis à ses soucis de censure incessante associés au format. Et il va donc s'en donner à cœur joie. Pour la saison 6, il demande à ce qu'elle soit divisée en 9 épisodes de 45 minutes, ce qui en fait la saison la plus longue de toutes et aussi la plus chère, avec une vraie volonté de faire du grand péplum. Et surtout, pour la saison 7, il décide qu'il n'y aura finalement pas de saison 7, il voit encore plus gros et veut raconter la suite des aventures d'Arthur Pendragon au cinéma dans une trilogie de films. Et un film, Kaamelott ? 3 films Kaamelott ? Trilogie, oui. Et cette décision, il y a quelqu'un à qui ça va pas plaire du tout, mais on reviendra dessus un peu après. La saison 6 est diffusée le 17 octobre 2009, et c'est un bonbon à la fraise, avec du miel et de la chantilly, c'est un régal le bail. Visuellement, le résultat est incroyable. On y découvre la jeunesse d'Arthur à Rome, et l'équipe a pu tourner avec les mêmes décors et les mêmes costumes que la série HBO Rome, donc clairement l'imposant le dispute à la majesté, y a pas à chier. Astier semble aussi avoir trouvé le parfait équilibre entre l'univers drôle et dynamique des premières saisons et l'aspect plus émotionnel de la saison 5. Et les deux se mélangent parfaitement, ce qui amènera à un accueil triomphal. La saison aura même le droit à une projection au Grand Rex.
Porté par cet élan, Astier pense enfin pouvoir se consacrer à la préparation de l'œuvre de sa vie, la suite de Kaamelott en long métrage. Et il s'embarque sans le savoir pour un vol direct de 10 piges chez Galère Airlines. Suite à la fin de cette saison 6, Astier sort enfin la tête de 5 ans d'écriture, tournage et montage quasiment continu. On pourrait alors s'attendre à ce qu'il prenne un peu de repos et se consacre à sa carrière d'acteur, mais au final, même s'il fera quelques apparitions au cinéma, il choisit d'enchaîner directement sur son premier long métrage. C'est là qu'on voit que, bien qu'il se définisse avant tout comme un comédien, Astier n'aime en réalité pas trop apparaître dans les films des autres, expliquant que, je cite, « les aigles ne volent pas avec les pigeons ». Bon ok, j'ai menti, hein, c'est une citation de Booba, il a jamais dit ça, mais je le suspecte de penser un peu l'air de rien. Là où par contre il surprendra le public, c'est que son premier long métrage ne sera pas la suite tant attendue des aventures arthuriennes. Pour faire sa trilogie, il sait qu'il a besoin d'un maximum d'oseille. Le premier volet à lui seul devrait coûter 15 millions d'euros, ce qui ramènerait à 45 millions d'euros au minimum les 3 films. C'est le prix. Non, mais c'est vrai quand même, c'est raide. C'est pas donné. Il sait qu'il va donc avoir besoin dans un premier temps de rassurer ses futurs partenaires financiers sur sa capacité à faire un bon long métrage, et il cherche donc d'abord à tourner un petit drame facile à faire, puis suite au succès certain de celui-ci, enchaîner sur son grand projet. Ça, c'est du plan de bataille. Hein? Avec ça, on peut pas perdre. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. Son premier film en question devait s'appeler Monsieur Carlson, et son tournage était prévu pour fin 2009. On sait très peu de choses dessus, à part qu'Alain Delon et Alexandre Astier devaient interpréter les 2 rôles principaux, les 2 hommes s'étant rencontrés sur le chef-d'œuvre Astérix aux Jeux Olympiques. Sauf qu'à peine 15 jours avant le début du tournage, Delon appelle Astier et lui explique qu'il ne pense pas que ce soit une très bonne chose de réaliser et de jouer un rôle principal en même temps. Il demande donc à Astier de choisir entre les 2, sinon il se retirera du projet. Comme vous vous en doutez, Astier préférerait vendre un de ses 2 reins plutôt que d'abandonner un de ses 2 postes, et se retrouve donc sans comédien principal pour son film. Étant donné qu'il avait trouvé ses financeurs grâce au statut de demi-dieu d'Alain Delon, il doit désormais retrouver un acteur de cette trempe pour le remplacer, sauf que des acteurs de la trempe d'Alain Delon, ça court pas les rues, et il lui faudra 2 ans pour arriver à remettre le projet sur des rails, et ce, grâce à l'embauche improbable d'Isabelle Adjani dans le rôle. Bon, il va devoir quand même faire quelques ajustements scénaristiques, mais la production du film peut finalement reprendre, et 1 an plus tard, le 29 août 2012, le film David et Madame Hansen sort en salle. Calmez-vous, Madame Hansen. Moi, je te le dis, elle me fait peur. On n'est pas à la clinique, on est chez vous. Il y a eu un accident? C'est ça, il y a eu un accident? On y suit Alexandre Astier qui joue un ergothérapeute chargé d'une patiente très spéciale. Elle a été frappée d'un genre d'Alzheimer suite à un traumatisme, et au fur et à mesure du film, le praticien va tenter de comprendre l'origine de ce mystérieux trauma. Et l'accueil est plutôt timide. Ouais, je vais vous la faire à chaque fois. Le film fera à peine 100 000 entrées pour un budget de quand même 7 millions d'euros, donc vraiment pas ouf. Faut dire que son propre public ne s'est pas déplacé, hein. Rien que là, j'imagine qu'on a pas mal de fans de Kaamelott qui regardent cette vidéo. Et bien parmi vous, qui est allé voir David et Madame Hansen? Personne les a mis. Après bon, pour être juste, Astier avait aussi fait le pari de ne pas du tout surfer sur le succès de Kaamelott et de proposer quelque chose de complètement différent. Le ton n'a absolument rien à voir, et on ne retrouve aucun des comédiens de la série en dehors d'Astier lui-même. À la limite, on a Victor Chambon, qui est le fils de Jacques Chambon, l'acteur de Merlin dans Kaamelott, mais bon, faut le savoir. Et ça aurait pu être une bonne idée de viser un nouveau public, sauf que malheureusement pour lui, à peine quelques mois avant la sortie du film, sort une autre comédie dramatique qui raconte aussi la relation entre un jeune prolo et une personne âgée très riche et handicapée, et pour le coup, ce film va atomiser la concurrence, le film d'Astier compris. On part donc sur un petit loupé, même si au niveau du film en lui-même, personnellement, je le trouve assez sympathique. On sent quand même que le départ de Delon a fait beaucoup de mal au projet. À travers ce film, Astier semblait vouloir approfondir ce qu'il avait rapidement mis en place dans le livre 6 de Kaamelott avec la relation Arthur-César. On retrouve l'idée d'avoir d'un côté une ancienne légende qui se retrouve un peu sur le carreau, et de l'autre un personnage a priori insignifiant, mais qui va lui redonner sa dignité. Et évidemment avec tout un discours méta autour donc de Pierre Mondy d'un côté et d'Alain Delon de l'autre. Sauf qu'avec Isabelle Adjani, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, mais la sauce ne prend pas vraiment et le film semble finalement un peu passer à côté de son sujet. Il disait en interview que son but c'était de faire taire tout le bashing autour d'Alain Delon et de montrer à tout le monde à quel point c'était quelqu'un de formidable, et bah voilà, ça lui apprendra.
Bref, toujours est-il que cet échec aurait pu être inquiétant pour lui, mais heureusement une autre sortie foireuse à peine 2 mois plus tard va finalement lui sauver la mise. Le 17 octobre 2012 sort le film Astérix au service de Sa Majesté, dont on a déjà parlé dans cette vidéo, et qui est à ce moment-là le second échec d'affilée pour la saga Astérix. Le propriétaire des droits décide alors de tenter une autre approche avec un film d'animation, et se met alors à chercher quelqu'un capable de mener ce projet à bien. Il se rappelle alors probablement que les dernières répliques drôles à avoir émané d'un film Astérix, c'était celles qu'Astier avait pu écrire lui-même pour Astérix aux Jeux Olympiques. Formation de la tortue d'un point de vue animalier. Astier y voit alors une chance inespérée de rattraper le coup et de montrer qu'il peut piloter un très gros budget puisque le film coûtera pas moins de 30 millions d'euros, bien plus qu'il n'en demande pour le premier volet de Kaamelott. Il se voit quand même assigner un co-réalisateur sur le film Louis Clichy, un ancien de chez Pixar, mais pour le coup, Astier est persuadé que leur collaboration promet un carton et qu'il pourra enchaîner sur Kaamelott dès le film d'animation fini. Ça, c'est du plan de bataille. Hein? Avec ça, on peut pas perdre. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. Vous vous rappelez quand on disait que le fait de ne pas faire de saison 7 avait particulièrement déplu à quelqu'un? Eh bien ce quelqu'un, c'est Jean-Yves Robin, producteur de Cult, premier nom que vous voyez apparaître quand vous lancez un épisode de Kaamelott. En tant que producteur, le fait de s'être vu annuler une saison entière, c'était déjà une énorme perte financière pour sa société. Il s'était consolé en se disant qu'il produirait donc le film à venir comme il l'avait fait pour Caméra Café, sauf que Astier, dans sa tête, il est sur un tout autre projet. Quand il réalise David et Madame Hansen, le metteur en scène choisit de confier la production à la seule personne en qui il a une confiance totale, lui-même. Le film est produit par la société Regular Productions, société qu'il a cofondée avec la productrice Agathe Sofer, enfilant la dernière casquette qui lui manquait pour avoir le contrôle absolu sur son œuvre. Quand il lance la production du film Kaamelott, le réalisateur veut donc une nouvelle fois produire le film avec sa société à lui que c'est la sienne, sauf que cette fois-ci, Jean-Yves Robin, qui est le propriétaire des droits, n'est pas du tout d'accord, car lui veut produire le film avec sa société Cult. Astier lui propose alors de lui payer la récupération des droits, mais d'après ses dires, Robin s'entête et demande des sommes beaucoup trop élevées afin de bloquer les négociations. Combien? Le projet se retrouve donc au point mort, ce qui frustre énormément le créateur et accessoirement les fans. En effet, du côté du public, l'impatience commence doucement à se faire sentir. En 2012, Astier, qui était alors très optimiste, avait organisé une exposition à la Comic-Con de Paris où il avait teasé pas mal des enjeux du film à venir. Pourtant, un an plus tard, toutes les rumeurs affirment que le projet est à l'arrêt. Certains disent que ça vient d'un blocage avec M6, alors que d'autres pensent que c'est probablement dû au trop grand nombre de projets parallèles dans lesquels Astier s'implique. C'est vrai que depuis 2012, en plus de travailler sur d'autres longs métrages et de jouer dans des films, il a aussi publié des BD, écrit un bouquin, créé 2 one-man shows et même sorti un CD de chansons pour enfants. Merci, monsieur l'escargot. On a vraiment l'impression à ce moment-là qu'il s'occupe de tout et n'importe quoi, sauf de ce qu'on attend vraiment de lui. En juin 2013, excédé par les rumeurs, Astier finira par poster un tweet incendiaire pour clarifier la situation en visant directement Jean-Yves Robin et sa boîte de production, expliquant que s'il ne voulait plus travailler avec eux, c'est parce qu'ils étaient nazes depuis le début. Pour faire simple, les contrats actuels m'obligent à travailler dans un contexte ridicule. La situation a tellement changé depuis 2004 qu'il me semble impensable de me lancer dans 10 ans de production dans de telles conditions, tenu de simuler une collaboration avec certains dont l'incompétence éditoriale en ce qui concerne Kaamelott frôle le cynisme absolu et dont l'ahurissante cupidité est l'ultime solution de sortie, c'est la gerbe, croyez-moi. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Bon, moi je m'en vais. Comme vous vous en doutez, cette déclaration n'améliorera pas vraiment la relation avec Cult, et quand le film Astérix sort en novembre 2014, soit plus d'1 an après, les négociations sont toujours au point mort. C'est d'autant plus relou pour Astier que ce serait le parfait moment pour lui d'enchaîner, car son film Astérix est un carton qui fait quasiment 3 millions d'entrées. Sur ce film, il a à la fois réussi à respecter l'univers de Goscinny et à satisfaire les fans de Kaamelott avec ses dialogues décalés et toute une partie du casting qui s'invite sur le projet. Quand César dit on jette, on jette. Ouais, c'est pas fou. Le public est alors chauffé à blanc et Astier s'attelle plus que jamais à débloquer la situation avec Cult, sauf que ça rame toujours. Et au final, très rapidement, Hachette lui fait une proposition qu'il ne peut pas refuser, rempilée pour un deuxième film Astérix avec toujours la même équipe et les mêmes moyens. D'un côté, cela aura forcément comme conséquence de repousser encore plus la sortie du premier volet, mais d'un autre côté, il est de toute façon coincé à ce stade et il accepte donc la proposition au grand désespoir des fans de Kaamelott. On en a gros! Foutez le camp! Finalement, quand tout espoir semblait perdu, le 2 novembre 2015, à la surprise générale,
Astier finit par annoncer à la radio que le conflit avec la société Calt a enfin trouvé une issue et que la production de Kaamelott peut enfin reprendre. La signature d'un traité de paix, c'est la plus belle chose qui soit. On en sait très peu sur l'accord qui a été trouvé, mais tout semble indiquer que Calt a obtenu un statut de coproducteur sur le film, donc avec un intéressement sur les recettes, mais sans pouvoir décisionnaire. Astier peut enfin commencer à chercher des financements, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la partie qui a été la plus compliquée du dossier. Alors bien sûr, ça prendra du temps qui inquiétera les fans prêts à balancer leur PEL dans un crowdfunding, mais au final, avant même que le film Astérix ne sorte en 2018, les fonds sont déjà réunis. On a désormais accès aux détails de ces financements, et clairement la plus grosse partie vient d'M6, qui à l'aide de sa filiale SND paye plus de la moitié du film. On a aussi Canal+, la région Auvergne et des financements belges, et pour les fonds restants, Astier qui a accumulé pas mal de pognon avec sa carrière de fou furieux là, il les finance lui-même à travers sa société Regular. La fin de l'année 2018 est un festival pour les fans d'Astier. Le 5 décembre sort le film Astérix et le secret de la potion magique, qui sera encore plus banger que le premier et qui fera 4 millions d'entrées. Et le mois suivant, Astier annonce sur ses réseaux sociaux les débuts du tournage de Kaamelott premier volet, déclenchant des réactions hystériques du côté des fans. Bien qu'ils ne soient alors pas tout à fait au bout de leur peine. La patience est un plat qui se mange sans sauce. La sortie du film est annoncée pour le 29 juillet 2020. Sauf qu'à quelques jours de la sortie, le gouvernement ferme les salles de cinéma et il sera finalement repoussé d'un an. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Le 21 juillet 2021, il sort finalement dans les salles de cinéma, et bien que le pass sanitaire devienne obligatoire pile ce jour-là, c'est un complot, ça ne l'empêchera pas d'atteindre les 2,5 millions d'entrées, devenant le plus gros succès français de l'année 2021. Ce long métrage rentrera même dans l'histoire en battant le record mondial du film vu le plus grand nombre de fois par un seul spectateur au cinéma avec 204 séances. Le book est zinzin. Et au niveau des critiques, Kaamelott premier volet est très bien accueilli. Dans un premier temps. Puis, passé l'euphorie de la sortie, il divisera un peu plus les fans. J'ai vu le film Kaamelott. Loué soit le Seigneur Astier. Loué soit le Seigneur Astier. Mais... Mon fils ? Mais j'ai pas vraiment aimé. Non mais vous payez ma poire ? Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment reprocher à ce film ? Eh bien, j'ai envie de dire, parlons-en, sans gêne et sans tabou. Dans ce film, nous retrouvons donc Arthur, qui depuis 10 ans vit en esclave pour échapper au dictateur Lancelot qui a pris le trône. Alors qu'il se fait kidnapper pour être livré aux mains de son ennemi, il finit par être libéré et retrouve ses anciens camarades de la table ronde qui vont longuement tenter de le convaincre de reprendre le pouvoir, ce qu'Arthur refuse pendant quasiment tout le film, jusqu'à la toute fin où il finit par se motiver et botte le cul de l'usurpateur avant de récupérer sa couronne. Bon. Pour ma part, j'aime beaucoup ce film. Je pense qu'il n'est pas parfait, mais que la plupart des choses qu'on peut lui reprocher sont plutôt attribuées aux aléas de sa production. Et l'aléa qui a le plus pesé sur ce projet, selon moi, c'est l'annulation de la saison 7 de Kaamelott. Il ne l'a jamais dit clairement, mais beaucoup de choses indiquent que ce film était au départ ce qu'il avait en tête pour sa 7e saison, avant d'y renoncer. Ce tout dernier livre devait très probablement nous raconter la sombre période du règne de Lancelot, et l'histoire aurait dû se terminer par la reconquête de son trône par Arthur, ce qui aurait été une très belle manière de conclure l'histoire. Sauf que voilà, quand l'idée de passer sur le grand écran s'est confirmée, il a finalement fait le choix de finir la série sur un cliffhanger pour que le public attende la sortie du film avec impatience. Et là-dessus, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il n'a pas été déçu. Bon, alors je sais qu'on n'est pas là pour parler du film. Ah non. Hein. Par contre, en contrepartie, il est obligé de raconter ce qui aurait dû s'étaler sur toute une saison, soit environ 6 heures, en à peine 2 heures. Et ça, forcément, ça va avoir un gros impact sur la qualité du film. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai dit que la saison 6, elle avait à la fois les qualités humoristiques des premières saisons et l'émotion des dernières, et la durée de ce nouveau format fait qu'il n'a malheureusement le temps de bien installer ni l'un ni l'autre. Sur l'humour, bien sûr, le film reste plus drôle que la grande majorité des comédies françaises, y a pas à chier. On se gratte peut-être les oreilles, mais on dort sur nos 2 parties. Mais il n'a pas vraiment l'espace nécessaire pour mettre en place ce qui est normalement son ressort comique phare, les dialogues inutiles. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Cet extrait s'inspire très directement d'un sketch de Sacré Graal. Le prince restera dans sa chambre jusqu'à ce que je vienne le chercher. Il ne quittera pas sa chambre, même si vous venez le chercher. Non.
Et ce sketch, il incarne parfaitement l'essence de Kaamelott en termes d'humour. Il souligne l'énorme décalage entre l'imaginaire épique autour de la chevalerie et la réalité du quotidien des chevaliers avec les disputes, les malentendus et les pertes de temps que ça implique. C'est par exemple pour ça qu'on a autant de dialogues dans Delhi, qui est vraiment un endroit où on va parler de choses futiles. Ce qu'il a même gardé dans la saison 6 ou dans Madame Hansen, c'est vraiment sa signature. Et ben dans ce film, on n'en a pas. Pourquoi? Et bien justement, comme ce sont des séquences qui sont dispensables, avec tout ce qu'il a raconté dans ce film, les dialogues futiles sont un peu passés à la trappe. Et on finit quand même par manquer de ce qui nous avait vraiment fait vibrer pendant toutes ces années. On peut se battre à 1 contre 6 en utilisant seulement du fil à retordre. Et de nombreuses situations qui auraient pu être collector sont finalement assez sous-exploitées, comme par exemple la relation improbable entre Mevanoui et Lancelot, qui sur le papier a un potentiel comique énorme, et qui là est traité très en surface, et au final assez sérieusement. Et la deuxième chose qui aurait pu être plus poussée dans le film, c'est le niveau d'émotion. Avec cette histoire, Astier avait clairement de quoi nous faire vibrer jusqu'aux os. On arrive enfin à l'aboutissement de choses qui avaient été teasées depuis le tout début de la série, comme le combat entre Arthur et Lancelot, ou encore la romance entre Guenièvre et Arthur. Mais dans les deux cas, les séquences ont bien moins d'impact que ce à quoi ils nous avaient habitués dans les saisons 5 et 6. Et c'est toujours, à mon avis, un problème de temps. Pour Guenièvre, on n'a pas assez de scènes qui nous font ressentir l'évolution du regard d'Arthur sur elle. Ça sort un peu de nulle part. Pareil pour le combat contre Lancelot. On assiste presque à un climax de film classique où le héros tabasse le méchant parce qu'il est méchant, alors que la série avait subtilement installé toute une relation d'amour-haine entre les personnages ultra complexe qui aurait mérité une confrontation un peu plus poussée. Et c'est évident que si ça avait été traité sur toute une saison, ces points auraient eu le temps d'être mieux amenés et même de faire larmoyer les petits cœurs fragiles comme le mien. Pour finir, et promis après j'arrête, le dernier élément qui a pas mal fait râler chez les spectateurs, c'est l'attitude d'Arthur. Il est relou. On ne retrouve pas du tout le Arthur prêt à en découdre qu'on nous avait promis en fin de saison 6. Mais là encore, c'est en grande partie dû au changement de format. Cet arc qui aurait dû être la fin de la série est désormais le premier volet d'une nouvelle saga. Astier a donc décidé de faire redémarrer le parcours de son héros pour ce film, et comme il le dit lui-même, c'est mieux quand le héros ne compte pas faire quelque chose au début de l'histoire. Ce qui le pousse dans l'aventure est imprévisible. Au début, c'est toujours plus intéressant s'il veut rien faire de particulier. Donc voilà, retour à Arthur dépressif qu'on doit pousser à accomplir sa quête, même si du coup personne n'attendait ça, surtout après une ellipse de 10 ans. Bon, alors là on peut avoir l'impression que j'ai été très déçu par le film, alors que non, j'ai passé un très bon moment et je me suis bien marré. C'est juste qu'après 12 ans de teasing, je pense qu'on avait tous des attentes beaucoup trop élevées, alors que pour Astier, ce n'était qu'une introduction à sa future trilogie. Puis bon, concrètement, au niveau épique, ça fait largement le boulot. Pour 15 millions, c'est clairement pas dégueu. En comparaison, un film Astérix, c'est plus de 50 millions, et des films comme Le Comte de Monte Cristo ou Les Mousquetaires, ça tourne autour des 30 millions. Visuellement, il n'y a rien à dire. La musique est ouf, on a de jolis costumes, des décors variés, le casting est ultra solide, surtout lui, là, beau gosse, va. Il y a un vrai gap de qualité avec la série. Alors là aussi, certains ont critiqué son travail au niveau de la réalisation ou du montage, en disant qu'il atteignait peut-être les limites de ses compétences. 32% de la population estime que le roi Arthur a trop de responsabilités et qu'il devrait apprendre à déléguer. Mais je les emmerde, moi. Personnellement, je pense qu'il s'en est très bien sorti pour les deux. Ça reste l'esprit Kaamelott, donc niveau mise en scène, on s'attendait pas forcément à du Spielberg non plus. J'ai même envie de dire qu'au niveau de la réalisation, c'est plutôt quand il a tenté des trucs et essayé de faire passer des informations par l'image plutôt que par les dialogues, que j'ai trouvé ça un peu moins réussi. Je finis par ce point car ça pourrait être important pour le second volet. On a deux éléments essentiels à la compréhension du film qui sont expliqués à travers de la mise en scène. Et personnellement, j'avoue qu'en sortant du cinéma, j'avais absolument pas compris ce qu'il avait essayé de me dire. Et à mon avis, je suis pas le seul, vous me direz en commentaire. Le premier, c'est tout l'arc autour de Fouradja. Le film est parsemé de petits flashbacks où on voit le jeune Arthur en camp d'entraînement qui tombe amoureux d'une jeune fille. Il se rend compte que celle-ci se fait maltraiter par la femme qui s'occupe d'elle et décide donc de tuer cette dernière avant de retourner à Rome. Ce dernier flashback lui revient au moment où il s'apprête à tuer Lancelot et il choisit donc de ne pas le faire. Mais quel est donc le foutu rapport entre ces deux événements? En fait, cet arc nous présente un des plus gros traumatismes de l'enfance d'Arthur. Le fait d'avoir donné la mort aussi jeune le marquera à vie et sera même en partie à l'origine de ses tendances dépressives. C'est pourquoi, en prenant conscience de ça à ce moment-là, il prend la décision de ne pas tuer Lancelot et probablement de ne plus jamais tuer tout court, ce qui sera probablement important pour la suite. Si vous avez compris ça, c'est que vous êtes meilleur que moi. Et le deuxième, c'est la transformation d'Excalibur en épée de feu bleu avec des éclairs. J'imagine que, comme moi, vous y avez vu un mélange de Super Saiyan 2 et de Super Saiyan Blue, mais au final, c'est pas ça.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aura d'Excalibur est attribuée par les dieux eux-mêmes. Donc quand Arthur récupère Excalibur et qu'elle ne brille pas, c'est que les dieux ne lui font plus confiance. Par contre, quand il combat Lancelot, les dieux donnent à son épée cette aura électrique pour symboliser leur désir de vengeance. Donc en refusant de tuer Lancelot, Arthur trahit une nouvelle fois les dieux, ce qui pourrait aussi potentiellement lui retomber dessus. Si vous avez compris ça, c'est que vous êtes toujours meilleur que moi. Par contre, si vous y avez vu un mélange de Super Saiyan 2 et de Super Saiyan Blue, là on est ensemble. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui relève de la fonction de producteur, de souligner les éléments qui pourraient être mal compris par le public et de pousser à les rendre plus intelligibles. Sauf que là, le producteur, c'est lui-même. Je sais que souvent, les producteurs sont mal vus et qu'on a l'impression qu'ils sont juste là pour embêter les réals et pour pourrir les films. Mais voilà, c'est la preuve que des fois, ça peut aussi être utile. Enfin, c'est mon point de vue. Pour autant, aujourd'hui, on est à quelques jours de la sortie du second volet, et est-ce que je suis moins hypé par cette nouvelle partie? Eh bien, pas du tout. Déjà, le concept a l'air génial, un peu comme dans certains épisodes de la saison 6, les chevaliers vont devoir partir à l'aventure pour prouver leur valeur, et comme cette fois-ci, ça a été pensé dès le départ pour ce format, chaque personnage aura très certainement l'espace nécessaire pour son arc et ses moments forts, et sur le papier, je suis ultra chaud. Mon seul bémol, c'est que les bandes annonces donnent quand même beaucoup l'impression qu'on est reparti pour un film avec un Arthur dépressif, qui veut rien faire et qui veut qu'on le laisse tranquille, et si c'est le cas, Astier, on t'aime, mais va vraiment falloir passer à autre chose à bout d'un moment. Mais bon, j'ai envie de dire, même si le film n'était pas à la hauteur de nos attentes, même dans le cas où les plus beaux moments de Kaamelott seraient déjà derrière nous, le message qu'Astier nous transmet à travers cette saga, lui, vaudra toujours le coup d'être entendu. Qu'est-ce que c'est, le Graal? Et au fur et à mesure des saisons, Astier nous a fourni sa réponse à la question. Le Graal, c'est la recherche d'un idéal, la poursuite d'un rêve qui implique de se surpasser soi-même pour l'atteindre. D'ailleurs, je pense que ce sera plus ou moins le même truc pour le One Piece, même si là tout de suite c'est pas la question. Et à travers son œuvre, Astier a réussi non seulement à se surpasser lui-même, mais aussi à dépasser les limites de ce qui était considéré comme possible en bousculant les normes si carrées de la télévision et en transformant une petite pastille télévisuelle en grande saga épique. Et même si au cours de ce chemin, il a pu commettre quelques erreurs, ces erreurs lui ont permis de progresser et de mener sa propre quête du Graal à bien. Et je suis convaincu qu'avec une telle mentalité, il ne pourra qu'améliorer ses points faibles et revenir cette fois-ci avec un banger absolu. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer. Attendez, c'est quoi ça? On n'est pas Perceval parce que Franck Pitio qui l'interprète n'est pas revenu. Donc voilà. Il n'est pas dans le film. Non. Oubliez ce que je vous ai dit, le Graal c'est de la merde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant et vous abonnant, c'est la seule chose à faire. Je voudrais faire une grosse dédicace à SciPlay et à Capsule Pop, qui sont les deux meilleures chaînes sur Kaamelott, et leur travail m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vais probablement faire une critique du film du second volet dimanche sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, la MIF.